Bonjour à tous, merci de votre présence à ce nouveau webinaire de l'AFIS Lyon. L'AFIS Lyon, c'est une antenne locale de l'AFIS nationale. Le but de l'AFIS, c'est de promouvoir les sciences, en défendre l'intégrité afin de veiller à ne pas déformer les résultats ou la signification et de ne pas utiliser celle-ci à des fins lucratives, idéologiques, charlatanesques. Alors l'AFIS, c'est une association nationale gérée par des bénévoles. Elle est représentée par un trimestriel qui s'appelle Sciences et Pseudosciences. Vous pouvez devenir adhérent à l'AFIS en allant sur le site web de l'afis.org. Voilà, donc à Lyon, nous sommes un comité local depuis février 2020. On est 6 personnes au bureau. Vous avez en présentation les dernières conférences qu'on a faites. On fait des événements scientifiques, on diffuse le magazine SPS. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, affision@afis.org. Vous pouvez revoir les anciens webinaires sur notre chaîne YouTube. Et on a un site Facebook également. Voilà. Mais je vais laisser la parole à Alain Pavé. Donc, j'ai réécrit le titre parce que d'abord, je le trouvais un peu long. Et puis, j'ai rajouté un sous-titre, un peu comme ça se faisait jadis, par exemple, pour les pièces de théâtre ou pour les pièces de théâtre ou les opéras. Par exemple, il y a La folle journée ou Le mariage de Figaro. C'est ce qui m'a inspiré. Toujours est-il que j'ai intitulé donc cet exposé « La biodiversité, mieux comprendre pour mieux gérer ». Donc, c'est encore une fois une vision très positive de la biodiversité, c'est-à-dire il faut faire avec, mais il faut faire avec de façon qui n'est pas forcément complètement issue d'une vision mythique de la chose. Alors, la règle 3 n'aura pas lieu. Là, c'est tout simplement que je fais référence à mon expérience qui est je suis, alors peut-être préciser de qui je suis. Je suis actuellement professeur émérite à l'université Claude Bernard Lyon 1. Je suis membre de l'Académie des technologies, membre correspondant de l'Académie de l'agriculture. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, et notamment de lancer tout un programme de recherche, un dispositif et un programme de recherche sur l'Amazonie dans les années 2010. Donc, quand on parle de biodiversité, je pense évidemment un peu à mon objet préféré, qui est l'Amazonie, ma région que j'aime beaucoup, qui est l'Amazonie, avec sa forêt et ses fleuves. C'est quand même une de mes références. Et je suis donc sorti de mon laboratoire pour aller voir ce qui se passe ailleurs, mais ce n'était pas nouveau. J'étais allé avant très souvent en Inde, très souvent en Asie du Sud-Est, très souvent dans d'autres régions du monde. Je parlerai tout à l'heure de l'Australie 2 minutes. Enfin, donc la règle 3 n'aura pas lieu parce que j'ai vu que dans les discours actuels sur la biodiversité, alors, y compris scientifiques, mais quand même plus rarement scientifiques, les aspects méthodologiques sont extraordinairement mal exposés et mal utilisés. Et le premier d'entre eux, c'était la règle 3. J'étais très étonné de voir que les gens ne savaient pas faire une règle 3 de tête. Même pas avec du papier d'ailleurs. Et j'aurais pas dû m'étonner parce que quand j'étais professeur en activité, j'enseignais les mathématiques pour les jeunes qui faisaient des sciences biologiques, donc des mathématiques à l'université, et j'avais découvert très tôt qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas vraiment complètement appris, et ça m'a fait très, très bien résoudre une équation du second degré, un système de 2 équations, 2 inconnues, mais ils savaient assez mal faire une règle de 3. C'est très, très curieux. Ben, c'est le premier exemple de non-linéarité. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est un peu difficile. Les proportions, c'était pareil. Donc, il y a un certain nombre de réflexes comme ça qui étaient pas acquis. Et je commençais, au bout de quelques années, mon premier cours, au lieu de démarrer par les espaces vectoriels, etc., je commençais par, je vais vous expliquer la règle de 3. L'amphi riait, et au bout de 5 minutes, ils ne riaient plus parce qu'ils avaient compris qu'ils n'avaient pas compris.
Et je pense que ça, cette non-compréhension se retrouve. Alors, se retrouve, ça c'est la première anecdote, je vais émailler mon exposé de quelques anecdotes. Première anecdote, qu'on trouve d'ailleurs, qui est issue au départ d'un texte d'un très bon copain et très très bon scientifique, mais c'est toujours pareil, on arrive même à être un très bon scientifique à dire des bêtises. Et là, il avait écrit des bêtises, mais peu importe, je ne citerai ni son nom, ni là où il l'a écrite. Mais à peu près l'équivalent se trouve dans Wikipédia. Alors je lis l'extrait de Wikipédia. L'histoire de l'évolution montre que les spéciations nécessitent généralement plusieurs centaines de milliers d'années. La spéciation est lente, uniforme et graduelle. Alors ça, c'est ce qui est écrit dans Wikipédia, sous le chapitre évolution. Alors, le problème, c'est qu'on a des preuves récentes qu'elle est ni lente, ni progressive, ni graduelle. C'est-à-dire que la création d'une nouvelle espèce peut se faire beaucoup plus rapidement. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'aurait pas toute cette biodiversité qui existe aujourd'hui. Donc j'ai fait un simple petit calcul. Plusieurs centaines de milliers d'années. Alors je suis sympa, je dis je vais prendre 100 000 ans plus rapide. Donc une espèce nouvelle apparaît tous les 100 000 ans. Alors 100 000 ans, c'est quoi? C'est 10 puissance 5 années. La Terre, en gros, à la louche, le début de la vie, c'est 4 milliards d'années. C'est un peu moins de 4 milliards d'années, mais on va arrondir à 4 milliards. Et si je fais le rapport 4 milliards d'années sur 100 000 ans, c'est-à-dire sur 10 puissance 5, donc 4 10 puissance 9 sur 10 puissance 5, j'obtiens 4 10 puissance 4, c'est-à-dire 40 000. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, aucune espèce n'ayant disparu depuis, tout au long de cette histoire, on devrait avoir au plus 40 000 espèces. Évidemment, on en a beaucoup plus parce que même celles qui sont identifiées, bien connues, répertoriées dans les musées, ça arrive de l'ordre de 2 millions. Donc il y a quand même un petit problème de calcul. Quand on écrit ce genre de phrase, il faut vérifier que ce qui est écrit est cohérent. Et ça, c'est l'un des problèmes que j'ai rencontrés quand je me suis attaqué donc, au dernier opus de ma critique sur la biodiversité. Je tiens à préciser critique constructive, et pensée comme telle et réalisée comme telle. Je suis tombé sur plein de choses comme ça qui font partie du discours courant sur la biodiversité. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que je me raconte encore une petite anecdote qui va être l'introduction de la première planche après le titre. C'est qu'il y a 30 ans, en 1991, presque jour pour jour, lors de la réunion annuelle de mon laboratoire que je dirigeais à l'époque, j'attire l'attention sur ce néologisme de biodiversité dont on commence à parler. L'accueil, je vois la tête des gens du labo qui me regardent avec un air un peu moqueur. Donc l'accueil est pour le moins mitigé. Pourquoi utiliser ce mot, utiliser ce néologisme alors qu'on a déjà l'expression diversité biologique pour représenter la même réalité? Mais est-ce vraiment la même réalité qu'on veut représenter? Une année plus tard, j'étais à Rio. J'ai fait partie de ceux qui ont rédigé la Convention sur la diversité biologique, la CDB. Alors vous remarquez que quand même, on parle encore à Rio de diversité biologique et pas de biodiversité. Donc les néologismes n'est pas encore passé dans disons, le langage. Alors peut-être un peu déjà dans le langage, je dirais, médiatique, mais pas du tout dans le langage scientifique. Et pas encore dans le langage scientifique. Alors regardons un peu. Alors j'ai un problème, excusez-moi. Voilà, si c'est bon. Ces deux réactions, il y a un certain délai dans les réactions. Donc voilà, l'histoire est résumée ici. Donc le passé, c'est en bas. Hein. Donc on part en 1985 avec la proposition de Walter Rosen aux États-Unis. Pendant 2 ans, 3 ans, enfin 2 ans, disons, parce que la réalisation du bouquin a demandé 1 an quand même. Donc il y a un débat dans la société scientifique Sigma-Xi qui débat de l'opportunité d'introduire ce mot. Et puis paraît en 1988 le bouquin d'Edward Wilson édité par l'Académie des sciences des États-Unis. Pour les scientifiques, le livre suivant, d'ailleurs, entre-temps, nous avons participé à une réunion à Harvard sur ce sujet. Et suite à cette réunion,
Otto Solbrig, rédige un petit bouquin sur un programme de recherche sur la biodiversité. Et ça commence à rentrer. Donc, c'est ce bouquin qui va déclencher une certaine, je dirais, impétence pour la biodiversité, pour le terme biodiversité dans la communauté scientifique. Alors, je ne vais pas tout détailler. Je tiens à préciser que nous étions à l'époque au CNRS l'un des premiers, parmi les premiers dans le monde, à créer un programme spécifique sur la question, que nous étions très nombreux à Rio, que la suite des choses a quand même été pas mal sous l'initiative des collègues, moi j'y ai participé aussi bien sûr, des collègues du CNRS. Alors, en 2011, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services des écosystèmes est créée. Et en 2015, est votée au Parlement loi sur la biodiversité, sur lesquelles, je peux dire, j'avais une vision un peu critique, mais peu importe, ce n'est pas très grave. Donc ça vous donne un point de vue, je dirais, institutionnel de la chose, mais pas qu'institutionnel, parce que l'institution ne fait que prendre en compte la dynamique scientifique. C'est au CNRS, c'est notre façon de faire. C'était notre façon de faire. Alors, entre parenthèses, j'ai dit que j'étais prof des universités, je suis prof émérite maintenant, mais entre-temps, j'étais quand même pas mal d'années en détachement au CNRS comme directeur de recherche. Alors, voyons maintenant la suite. Alors, c'est marrant parce que l'enchaînement ne se fait pas facilement. Peut-être en cliquant là-dessus. Ouais, ça marche. Alors maintenant, regardons ce qui se passe du côté médiatique. Vous avez là le nombre d'occurrences du mot biodiversité dans 2 médias. Un média qui est très connu, Nature ou Nature, et on voit l'évolution du nombre d'occurrences dans les articles de Nature depuis justement juste après 85, avec les premières occurrences. Et vous voyez que cette croissance, qui est une croissance exponentielle, j'allais dire presque de type épidémique, donc on a quasiment une épidémie de biodiversité, avec des petits accidents qui correspondent tout simplement aux événements. Donc même les médias comme le Nature, les médias scientifiques comme Nature, sont sensibles aux grands événements. Et puis en rouge, vous avez un média que j'ai choisi. Alors je dis, pourquoi j'ai choisi ces 2 médias ? Parce qu'ils sont représentatifs à mon avis, mais surtout parce que, étant abonné aux 2, j'ai accès aux bases de données de ces 2 médias, ce qui m'a permis de faire ce petit travail. Mais encore une fois, même dans le cas de médias grand public, on a une croissance qui est en moyenne exponentielle, avec des oscillations un peu plus grandes, notamment à la fin, après Nagoya. Alors, je n'ai pas posé la question au début, mais je peux la poser maintenant. Au fait, est-ce que vous savez ce que c'est que la biodiversité ? Bon, je vous laisse un petit temps de réflexion. En fait, on s'aperçoit qu'avec ces évolutions dans le temps, ce concept qui était très scientifique au départ, eh bien, il s'est un petit peu dilué. Et lorsqu'on parle par exemple avec des jeunes, avec des enfants, quand on leur parle le mot biodiversité, qu'ils ont entendu, parce qu'on l'entend tous les jours à la radio, à la télévision, dans tous les médias, etc. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est ? Alors, la plupart du temps, ils sont un peu embêtés, parce que c'est normal, hein, parce qu'en fait, la définition est difficile. Alors, je dis, écoutez, soyez simple, prenons la perception immédiate, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez quand vous allez à la campagne ? Mais ce que vous voyez, c'est des êtres vivants différents. Il y en a qui bougent, il y en a qui ne bougent pas, il y en a qui bougent par eux-mêmes, mais d'autres qui sont agités par le vent. Donc vous avez tout un tas de choses, vous avez des couleurs, vous avez des formes différentes. Eh bien, la biodiversité, c'est un peu tout ça. Donc c'est ce qu'on a appelé dans le temps la diversité biologique. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que son étude a été une difficulté, a créé une difficulté majeure dans le développement des sciences de la vie, parce que autant les sciences physiques se sont développées assez tôt, parce qu'on peut dire que même dès les pré-socratiques, il y avait au départ quand même des développements de sciences physiques, ce n'était pas du tout le cas pour les sciences de la vie. Même Aristote, dans sa physique d'Aristote, son approche des sciences de la vie reste quand même, je dirais, un peu grossière. On sent qu'il est gêné. Et d'ailleurs, il va faire une espèce de classification qui est basée sur l'utilité
plus que sur une approche objective. Donc, c'est assez intéressant de voir que la notion d'utilité est ancrée dans la philosophie aristotélicienne. Alors, la première chose qu'on fait, c'est d'écrire et classer. J'en dis 2 mots dans la suite, mais ça ne dit pas comment c'est venu, comment c'est apparu, comment ça marche, comment ça change dans le temps. Parce que ça change dans le temps, ne serait-ce qu'au rythme des saisons. Donc, ça change dans le temps. Donc, comment ça marche tout ça? Donc, diversité, variabilité, sélection naturelle, évolution sont des mots qu'on entend. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a un mot un peu plus compliqué qui s'appelle héritabilité, qui dit tout simplement que les êtres vivants, ben, ils sont reliés par une espèce de phylum, en quelque sorte, d'hérédité, avec des ancêtres, et les gens qui sont présents aujourd'hui, les êtres vivants qui sont présents aujourd'hui, ils viennent d'êtres vivants qui étaient dans le passé. Ça, ce n'était pas, avant Darwin, ce genre de choses, bon, avant Lamarck quand même aussi, ce genre de choses n'était pas admise, puisqu'on avait une conception dite fixiste de la nature. La nature a été créée par Dieu et elle ne change pas. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons encore beaucoup cette conception fixiste. Alors, on peut l'évaluer dans l'absolu ou selon l'utilité. Alors, j'ai pris la référence d'Aristote, mais on peut se poser aussi la question aujourd'hui, puisqu'il y a des grands cris sur cette fameuse 6e grande extinction, est-ce qu'on peut la gérer? Qu'est-elle dans la flèche du temps? Est-ce que le concept est réductible au sens de la vie? Eh bien, la question est posée. Par exemple, une épistémologue et philosophe, Elena Cassetta, avec qui on a pas mal travaillé, pose la question dans un bouquin qui vient de paraître, la biodiversité, concept scientifique ou construction sociale. Aujourd'hui, on peut se poser le problème. Alors, au départ, il y avait une idée qui avait été émise par Robert Barbeau en 90, juste au moment de la conférence d'Harvard. Robert disait, mais c'est génial ce concept parce qu'on peut peut-être en faire un fil rouge dans l'étude du vivant. Alors aujourd'hui, on est bien au-delà. Mais c'était une bonne idée qui n'a pas vraiment été réalisée, mais qui mériterait qu'on y réfléchisse à nouveau. Voyons maintenant un tout petit peu comment la taxonomie s'organise. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. La taxonomie, alors, elle a quand même un grand avantage, c'est que ça permet de ranger par... Les relations, c'est des relations de ressemblance. Alors, donc, au départ, dans une même espèce, des individus qui appartiennent à cette espèce se ressemblent beaucoup. Quand on s'éloigne un tout petit peu, donc on passe au niveau du genre, le genre, c'est en gros une réunion d'ensemble d'espèces. On peut examiner ça comme une construction ensembliste. Ensuite, famille, ordre, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette classification linnéenne, dont je rappelle que Linné pensait, c'est le milieu du XVIIIe, hein, dont Linné pensait que c'était tout simplement la restitution de la construction divine. Hein. Donc, un grand avantage, c'est que ça permet d'organiser la connaissance, de faire donc une ontologie, et puis d'autre part d'identifier. C'est-à-dire que cette classification telle qu'elle a été établie, avec ces différentes grandes cases, eh bien, ça permet d'identifier, d'avoir un outil d'identification et de dire cet arbre-là, c'est un être. Devant moi, j'ai un être. J'en ai un autre un peu plus loin qui est un érable. Mais évidemment, je ne fais pas toute la démarche. Je le reconnais globalement dès le début, parce que quand on en a vu une dizaine, on sait à peu près à quoi ça ressemble. Donc, c'est aussi un outil opérationnel qui permet d'identifier. Il y a une autre façon de classer. Une autre façon de classer, alors, ce qu'on appelle les phylogénies, c'est-à-dire que ce classement puisse retracer une histoire. Et vous avez une image sur la gauche qui est issue d'un ouvrage des années 50, et puis sur la droite, vous avez des images qui sont contemporaines. Alors la phylogénie, dans les années 50, c'était celle qui avait été construite sur la base de ressemblances essentiellement morphologiques, et sur la gauche, d'ailleurs j'ai dit une bêtise, non, sur la gauche vous avez sur la gauche vous avez effectivement cet arbre-là avec l'homme au sommet. L'homme est au sommet, bien sûr. Et puis d'autre part, sur la droite, vous avez des représentations de phylogénie qui sont des phylogénies basées sur l'analyse des séquences génétiques, avec une représentation qui est celle tirée
de l'université de Berkeley. Et puis d'autre part, celle en dessous qui est tirée d'un film qui est fait par des amis il y a quelques années, qui est assez joli, cette espèce de buisson. Et il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est ça. Si vous voyez ce que j'entoure, la Lucas, et que je peux faire apparaître là, c'est Last Universal Common Ancestor. On a réussi par une méthode de calcul, de rétrocalcul, à reconstituer un génome qui pourrait ressembler au premier génome qui est apparu. Alors, il n'y a pas eu de premier génome, probablement, il y en a eu plusieurs, mais en gros, ça montre quand même qu'il y a une cohérence dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on arrive à retrouver un ancêtre. Et ça, c'est une grande réussite, et je trouve que intellectuellement, c'est extrêmement satisfaisant. Alors ça, c'est donc la construction, c'est-à-dire mieux décrire, maintenant mieux comprendre. Avec l'aspect historique, histoire de la vie sur la Terre, histoire du concept, j'en ai déjà parlé, et puis l'objet scientifique, mais aussi l'objet social. L'état actuel, qu'est-ce que je peux dire déjà? Je peux dire que le sujet est évidemment important. C'est que c'est complètement débile de dire le contraire. Que nous avons des difficultés qui sont dues au nombre et à la combinatoire, c'est-à-dire par exemple à l'ensemble des relations entre les êtres vivants sur la Terre, ce qui induit une complexité énorme. Donc le sujet est très compliqué. Je dirais qu'il est puisqu'on parle des grands problèmes globaux, le sujet de la biodiversité est immensément plus difficile et complexe que le climat. Le climat, on a une équation et quelques adaptations, et on arrive quand même à modéliser la météo et le climat. Et comme c'est compliqué, on tombe dans le biais, dans le danger du discours confus. C'est tout mélangé. Et comme je le dis, y compris sur le plan politique, la confusion, c'est le début des monstruosités. C'est-à-dire à partir du moment où c'est confus, où on mélange les choses, où on considère que le discours scientifique n'est qu'une opinion, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, hein, n'est qu'une opinion, c'est pas qu'une opinion. Le fait scientifique est de nature différente, puisqu'il y a toute une rigueur dans la construction du fait scientifique qui fait que ce n'est pas une simple opinion. Donc, l'idée de construction scientifique, de concept scientifique, pardon, de construction sociale, j'en ai déjà dit 2 mots, et encore les faiblesses, que j'insiste encore à nouveau là-dessus, avec un petit commentaire sur ce que vous avez vu ici, là. Vous voyez ici des trilobites qui sont disparus il y a pas mal de temps, au moment du Permien, il y a 250 millions d'années. Mais d'ailleurs, la puissance de la classification linéaire, c'est que les trilobites, on peut les ranger dans la classification. C'est quand même intéressant, ça. Et puis, vous avez ce fameux dinosaure, le tyrannosaure, le T-Rex, qui est devenu une vedette depuis le fameux film Jurassic Park. L'histoire, alors je ne vais pas vous détailler tout ça, juste savoir que la Terre, c'est à peu près 4,5 milliards d'années, que la période récente, si je puis dire, là où il y a un grand développement des êtres vivants dans des formes extrêmement diverses, je dirais l'explosion de la biodiversité, c'est le Phanérozoïque. Avec, pardon, ça il y a un problème de déplacement, voilà. Donc chimie prébiotique, c'est tout à fait au début, et puis colonisation des continents, c'est relativement récent, il n'y a que 450 millions d'années, donc c'est hier. Hein. Et si je regarde maintenant, si je fais un zoom sur le Phanérozoïque, voilà ce qu'on voit. J'ai mis en regard la dérive des continents. Alors, l'actuel, c'est ce qui est en bas ici. Et sur la gauche, vous avez donc l'évolution de la forme des continents avec, il y a 250 millions d'années, la Pangée, le continent unique, ce qui a posé des grands problèmes d'ailleurs pour la biodiversité. Une grande partie de la biodiversité a probablement été atteinte par cette réunification des continents. Bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, j'ai mis en rouge les extinctions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les gens oublient en général la première extinction, c'est-à-dire celle de la faune des Ediacara. J'ai une sympathie particulière pour la faune des Ediacara parce que j'ai failli aller voir les collines des Ediacara qui sont au nord d'Adélaïde en Australie jusqu'à ce que mes collègues me dissuadent d'y aller parce qu'ils m'ont dit, tu comprends, c'est au milieu de nulle part, si tu ne reviens pas, il sera obligé d'aller te chercher. Donc, une simple panne de voiture, c'est catastrophique dans ces zones. En Australie, il y a quand même des zones qui sont quasiment désertiques.
Donc, extinction des diacaras, qui est quand même intéressante à regarder. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est la seule extinction complète. Donc, puisqu'on parle de grande extinction, ça vaut quand même le coup de regarder le diacara. Il y a une très belle exposition dans le musée d'Adélaïde sur la faune des diacaras. Et j'ai rapporté, alors je ne sais pas si vous allez le voir facilement, j'ai rapporté un moulage. Je dis bien, c'est un moulage, bon, ça ne se voit pas. Un moulage d'un fossile des diacaras. Il s'agit de Dickinsonia costata, donc qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a même pas de filiation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas établir de phylogénie avec ces êtres extrêmement anciens, puisque c'est en gros entre un peu moins de 600 millions d'années jusqu'à 550 millions d'années, à la louche. Alors, il y a aussi une chose qui est intéressante à regarder, et là, c'est des travaux que nous avons fait avec des collègues lyonnais, un de mes anciens élèves, Jean-Christophe Hervé, et une collègue, Claudine Schmitt-Léné. On a modélisé l'ensemble de l'évolution de la biodiversité avec ce qu'on a appelé, n'écoutez pas le détail technique, je le dis quand même, avec le modèle logistique. La base du modèle logistique, c'est sous forme d'équations différentielles, l'une ou l'autre, l'équation différentielle qui est ici, soit le système différentiel qui est en bas, et qui permet de faire une modélisation globale, avec une seule condition initiale qui est celle-ci. Donc on a cette modélisation globale, Jean-Christophe a fait ces espèces de liens sur le plan numérique extrêmement astucieux. Et ce qu'on regarde en bas, là, dans cette bande-là, donc en dessous de la grande trajectoire, cette bande-là, c'est les variations par rapport à la moyenne. Si on considère que l'évolution moyenne, c'est la courbe en continu, eh bien l'évolution moyenne, vous voyez que ça oscille. Et pas uniquement au moment des grandes extinctions, que ça oscille tout le temps. C'est-à-dire que ce qui caractérise encore une fois la biodiversité vivante plus généralement, comme disait Giuseppe Longo, qui est un copain aussi, Giuseppe Longo disait en biologie, ce qui est variable, l'invariant, c'est la variabilité. Donc l'invariance et la variabilité, ça varie tout le temps, et heureusement, sinon il n'y aura pas d'évolution. Alors, on parle de sixième extinction, moi je n'aime pas ce terme, parce que je trouve que c'est une escroquerie. Je le dis franchement. C'est une escroquerie, c'est-à-dire qu'on se sert de cette espèce de truc qui fait peur, et on comprend que ça fasse peur, ce truc qui fait peur pour affoler les gens, pour que les gens, en gros, supportent tous les discours sur la biodiversité. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça parce qu'on peut construire des discours extrêmement positifs et extrêmement intéressants sur la biodiversité sans avoir le discours catastrophiste. Alors, quand on parle de vitesse, quand on dit que la vitesse actuelle est beaucoup plus grande que dans le passé, mais enfin, les gens qui ont fait un peu de calcul numérique, d'analyse numérique dans leurs études, savent que l'une des choses qu'on sait mal faire, c'est à partir de données expérimentales, calculer des vitesses. C'est extrêmement instable. Donc, alors quand vous voyez que les points que je vous ai présentés tout à l'heure, la largeur du cercle, c'est 1 million d'années. Quand on dit qu'aujourd'hui, ça va plus vite qu'à l'époque, donc on ne la voit même pas à l'échelle de millions d'années. Donc, parler de ça, c'est pas bien, je dirais, c'est pas bien sur le plan scientifique. Les scientifiques, ça a été mis au départ par deux scientifiques qui habitaient au Kenya. C'était dit, c'était sous la forme d'un slogan. Alors, mais que ça reste un slogan, mais surtout pas qu'on présente ça comme étant quelque chose qui est... Alors, ce qui est avéré sur le plan paléontologique, vous l'avez vu, mais qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables, c'est pas honnête. C'est tout simplement pas honnête vis-à-vis du grand public. Alors, l'élargissement du concept, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est-à-dire qu'on a introduit, c'est ça qui est arrivé en passant de diversité biologique à biodiversité, c'est introduire la relation des humains avec les autres êtres vivants de la planète. Donc avec les aspects utilitaires, les aspects affectifs et esthétiques, les côtés très intéressants sur le plan de ce qu'on appelle les technologies bio-inspirées, mais également inspirent les artistes. On parle aussi de la biodiversité ordinaire et quotidienne. Ça a été introduit par un collègue anglo-saxon, mais repris très bien par Gilles Boeuf, ancien président du Muséum d'histoire naturelle, où il dit mais c'est bien de parler des ours blancs, mais parler aussi de ce qu'on voit tous les jours en face de notre fenêtre, ou lorsqu'on va se promener dans la campagne ou dans la forêt. Il y a une grande sensibilité. J'ai toujours été étonné que les gens soient très sensibles à l'ours polaire.
J'avais vu un slogan un jour sur le bord de la route, je n'ai pas mis la photo là, sur le bord d'une route en Guyane, où il y avait mis il faut sauver les ours blancs. Ça avait quand même quelque chose d'un petit peu déconnecté par rapport au contexte amazonien. Si les gens savaient vraiment ce que c'est que les ours blancs, ils verraient que ce n'est pas un animal quand même qui est spontanément très sympathique. Il est même extrêmement dangereux. Donc voilà ce que l'élargissement du concept a apporté de façon très intéressante les relations des humains et les émotions même des humains dans ce concept qui était au départ scientifique. Que dire sur les recherches sur la biodiversité en France? Eh bien ici, vous avez un schéma qui a été fait par la FRB et publié, je me souviens bien, c'est en 2015. Et ça a été établi sur la base des articles qui étaient co-signés en attribuant à chaque signataire une discipline et en voyant comment ces disciplines, ces différentes citations des articles, pris dans des articles, pouvaient être organisées par un schéma de relation. Et ici, on voit que ce qui est au centre des recherches, c'est tout ce qui tourne autour de l'écologie. Et curieusement, ce qui relève de la biologie est excentré, alors que ça devrait être comme si on avait suivi la recommandation de Robert Barbeau, ça aurait dû être le fil directeur des sciences de la vie. Ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. En revanche, vous avez effectivement pas mal de choses qui viennent, pas mal de disciplines qui viennent des sciences humaines. Évidemment, elles sont moins concernées que le point central, mais elles existent. Vous avez des disciplines qui sont liées à des champs d'application. Donc, on a en quelque sorte quelque chose qui n'est pas spécifiquement biologique, qui n'est plus spécifiquement biologique. Alors, j'ai simplifié le schéma, ce qu'on peut trouver dans mon dernier bouquin. Donc, au centre, vous avez l'écologie, la biologie des populations. Vous avez les autres sciences de la vie qui se sont décentrées en quelque sorte. Vous avez quand même la génétique, souvent oubliée, mais il faut quand même la recentrer. Les sciences agricoles, vétérinaires et biotechnologie. J'ai oublié les sciences médicales d'ailleurs, au passage. Sciences de l'évolution, systématique, sciences de l'homme et de la société. Et puis vous avez deux points singuliers, l'informatique et les mathématiques. Étant l'un des inventeurs de la bioinformatique, je suis assez content de les trouver là. Ayant fait de toute ma vie des mathématiques appliquées à la biologie, je suis assez content qu'elles soient là. Donc elles ne sont pas oubliées. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'extension, ce qui arrive souvent, quand vous étendez, si vous laissez l'extension se faire spontanément, au bout d'un moment, ça brouille le discours. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que, encore une fois, sujet complexe, difficile et important. Je dirais même fondamental, incontournable. Alors ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que l'approche de la biodiversité est le plus souvent réduite à l'espèce et à une simple comptabilité. Alors, il y a aussi tous les aspects génomiques. J'ai dit un jour, j'ai proposé que pour mesurer la biodiversité globale de la biosphère, on n'avait qu'à mettre toutes les chaînes d'ADN les suites à la suite des autres. Et ça nous donnerait quelque chose d'énorme, mais qui serait aussi une comptabilité aussi valable que la comptabilité des espèces. Donc, je l'appellerais le métagénome planétaire. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on compte ce qui disparaît, pas ce qui apparaît. Les méthodologies sont très mal calibrées. Et quelquefois, j'avoue que parfois, je reposais l'article que je lisais, souvent ceux qui venaient des ONG, en disant mais c'est pas possible, au moins que les choses soient un peu plus calibrées sur le plan méthodologique. Bon, alors je passe là-dessus. Subjectivation, c'est-à-dire que ce qui était un objet de recherche, donc à une certaine distance de nous, vous savez que pour un chercheur, ce qui est compliqué, c'est quand l'objet de recherche est proche de nous. C'est pour ça que j'admire les gens des sciences de l'homme et de la société de pouvoir s'attaquer de façon scientifique à un objet qui est nous et les sociétés humaines, qui est les humains et les sociétés humaines. C'est extrêmement difficile, il faut être extrêmement rigoureux dans les approches. Comme disait mon ami Jacques Weber, plus la science est molle, plus l'approche doit être dure. Et effectivement, il avait raison. Donc, subjectivation, c'est très difficile. Ce sont des approches très difficiles. Et il faut se méfier de la confusion. Et la confusion, on la trouve. Je l'ai cité tout à l'heure, à la confusion, dans quelques échanges de mails avant cette séance. Alors, il y a un point qui est important, c'est que l'homme est mauvais pour la biodiversité. Alors, moi, j'avoue que, d'ailleurs, j'ai trouvé dans certains écrits que même ce qu'on trouve sur les grottes, les peintures rupestres, traduisent, j'allais dire, la mauvaiseté de l'homme, puisque ces hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chassaient du gibier.
faut quand même dire que ces gens-là, à l'époque, pour manger, notamment à l'époque où ici, nous étions dans l'ère glaciaire, où la végétation était rase et la calotte glaciaire commençait au nord de la France, les gens nos ancêtres qui vivaient là, ces ancêtres-là, ils étaient soumis à un régime assez dur. Et que pour manger, ils chassaient des animaux. Donc ces affreux destructeurs, c'est tout simplement, ils assuraient leur subsistance. Bon, je passe sur tous les détails que j'ai mis ici. On légifère sur la biodiversité, bon, on protège des tonnes d'espèces. Et puis, un point important sur lequel j'insiste, les ONG ont leur raison d'être, mais de ne pas donner de statut scientifique aux publications des ONG. Elles n'ont pas de statut scientifique. Les publications scientifiques, elles sont soumises à des règles extrêmement strictes, ces règles qui sont en quelque sorte l'assurance de ce que j'appellerais, alors bon, on ne le dit plus beaucoup maintenant, ce qu'est le fait scientifique, qu'on appelait vérité scientifique, qui est le fait scientifique. Le fait scientifique, il est établi, validé, vérifié, etc. Donc il participe à un courant. Ce n'est pas quelque chose d'isolé dans un coin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention que les discours des ONG sont en général empreints d'approximations qui, pour moi, me gênent de temps en temps, même souvent. Alors, j'en parle d'autant plus qu'il y a eu une critique dans Le Monde hier, je dirais presque une critique de la science, dans Le Monde d'hier que je trouve quand même un peu osée. Et ça, que voulez-vous, les journalistes ont leur logique, comme les ONG ont leur logique, donc les médias ont leur logique, qui ne sont pas forcément les logiques des scientifiques, et que les scientifiques n'ont d'un chien, excusez-moi de réagir comme ça, arrêtent de se pavaner sur les plateaux de télévision pour se plastronner, croyant qu'ils ajoutent de la valeur à leur propre valeur. Leur propre valeur, elle est dans ce qu'ils font. Elles n'ont pas devant ce pavanage, si je puis dire, c'est un néologisme encore, ce pavanage que j'ai trouvé extrêmement désagréable ces derniers mois. Alors, quand je dis j'ai critiqué la biodiversité, quand j'ai critiqué la biodiversité, j'ai écrit. Moi, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de démontrer. Et j'ai donc écrit des livres. Alors, par ailleurs, il y a des articles. Hein. J'ai écrit des livres. Donc, La nécessité du hasard, je l'ai là. Je suis fier parce que j'ai une belle traduction en grec. Je suis fier parce que je suis très admiratif de la civilisation grecque, hellénique. Donc, je trouve que les présocratiques, c'est totalement fascinant. Ce qu'ils ont pu trouver à l'époque, c'est totalement fascinant. Bon, je passe sur les détails. Comprendre la biodiversité, alors là, grosse critique méthodologique. Et puis, un autre qui est là, qui s'appelle Protéger l'environnement, que je présente, qui est une parution récente, faite par des épistémologues. Les deux responsables de rédaction sont canadiens, de l'Université de Montréal, université pour laquelle j'ai une affection particulière. Et puis là-dedans, il y a toute une critique épistémologique de ce concept de biodiversité, même si ça s'appelle simplement protéger l'environnement, de la science à l'action. Un petit article que je signale ici, qui est sorti, bon, il y a un problème quand je touche la souris, de temps en temps, je passe à la diapo suivante. Le concept de biodiversité à l'épreuve du temps, c'est apparu dans la revue de la FIS qui s'appelle Sciences et pseudosciences, SPS, qui est une revue, pour ceux qui ne l'ont pas, que je conseille parce que c'est vraiment très intéressant et superbement illustré. Donc ça, c'est la construction de ma critique. C'est-à-dire, quand je critique, je ne pars pas comme ça d'un discours évanescent. Au début, en 2005, c'est parti en 2005 réellement, à la conférence de Paris sur la biodiversité, sciences ou gouvernance de la biodiversité à Paris. Et quand j'ai assisté à ce colloque, je suis sorti en me disant, mais là-dedans, les discours, bof, hein, il y a quand même par rapport à ma biodiversité d'origine, si je peux me permettre de l'approprier, celle que je voyais, je disais, ça ne s'est pas amélioré. Hein. Alors, le problème, c'est que maintenant, ça devient souvent un argument d'autorité dans le dialogue social. Alors, objet de droit, j'en ai déjà dit, j'ai déjà dit plusieurs fois qu'on légiférait peut-être un peu trop,
mais ça traduit complètement une vision fixiste. Et là, j'ai vérifié avec des collègues juristes, hein. On en a parlé beaucoup, notamment des juristes qui légifèrent justement sur la biodiversité. Effectivement, c'est une vision fixiste de la nature, et l'un des problèmes qu'ils ont d'ailleurs aujourd'hui, c'est comment introduire le changement dans le droit. Ça a l'air d'être un problème. Je comprends que c'est un problème, parce que le droit doit fixer les choses, et alors qu'on est sur un objet qui bouge tout le temps. C'est évidemment très embêtant. Alors, c'est un argument souvent utilisé pour justifier ou contrecarrer des projets d'aménagement, de gestion des territoires, parfois biodiversité alibi. Alors, justifier pour des espaces protégés, c'est très bien, on peut aller se promener, voir les choses, emmener les enfants, etc. Pour contrecarrer, alors là, j'ai un paquet. Hein. L'autoroute, la 28. La 28 se trouve aux alentours de Gacé. Donc, la 28 qui descend de Rouen, en gros, il va vers Alençon, Le Mans, etc., vers la Loire. Cette autoroute a été arrêtée un temps non négligeable parce qu'on avait trouvé cette petite bête que vous avez en bas à gauche, le pic-prune, qui était une espèce protégée. Et comme le législateur n'a pas peur des mots, si vous écrasez l'une de ces bestioles ultra protégées, vous risquez une très forte amende et même de la prison. Bon, si vous voulez, les gens qui construisaient l'autoroute, ils ont hésité. Ça a été arrêté, je crois, c'est plusieurs mois, même peut-être plusieurs mois, et ça a quand même coûté 23 millions d'euros. Donc, c'était pour les autoroutes, les barrages, les aéroports, Notre-Dame-des-Landes, etc., etc. Donc, le tourisme, nous sommes, vous savez, il y a un grand projet, je ne juge pas, moi, je ne suis pas un amateur de ce genre de parcs d'attractions, mais il y en a un qui est en construction, enfin qui était projet, il y avait un projet de construction sur Chambaran, mais la biodiversité a servi d'argument pour aller contre ce parc d'attractions. Moi, je ne suis pas un client de parc d'attractions, donc je n'ai pas de raison de défendre le parc d'attractions, mais je trouve quand même que tout cela, c'est quand même un peu rapide et un peu inconscient. Alors, je pense que la biodiversité maintenant a pris quasiment la place du mot nature dans les discours. Et je crois qu'on pourrait, dans cette citation de Condorcet, on pourrait la reprendre en changeant nature par biodiversité. Donc la nature est un de ces mots dont on se sert d'autant plus souvent que ceux qui les entendent ou qui les prononcent y attachent une idée peu précise. D'où l'importance d'avoir une vision scientifique la meilleure possible. Donc, bon, excusez-moi, ça fait partie des... aujourd'hui, emploi de biodiversité plutôt que nature, comme je viens de le dire, et illusion de quantifier pour mieux justifier, dictature du nombre, encore faudrait-il pouvoir le faire. On ne peut pas toujours quantifier. Donc, je passe rapidement là-dessus, c'est pour expliquer que biodiversité est au centre de tensions entre plusieurs composantes de la société, la communauté scientifique, les acteurs politiques, les médias généralistes et scientifiques et les autres composantes de la société. Tout le monde s'est approprié le mot biodiversité et après tout, pourquoi pas. Gérer. Alors, gérer. On a créé une discipline pour ça, qu'on appelle la biologie de la conservation. C'est embêtant parce que qui conserve veut dire qu'on ne bouge pas, on fige, on gèle quelque part. Alors pourquoi pas une nouvelle glaciation pour geler les choses en l'état. On trouve bien dans le permafrost sibérien, on a bien retrouvé un petit mammouth et pas mal d'objets biologiques. Donc on peut conserver, on peut geler, mais ce n'est peut-être pas la bonne solution. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, le gel n'est plus d'actualité. Alors, on peut produire de la biodiversité, sélection variétale. Mais c'est quelque chose qui est en place quasiment depuis le début de l'agriculture. Donc, il y a 8000 ans. Donc, la sélection variétale a été faite de façon empirique pendant très longtemps. Et la sélection variétale, elle produit la diversité. Donc, l'effet de l'homme n'est pas que négatif, enfin, dans une vision purement comptable des choses. Donc, l'action de l'homme peut être positive, notamment par la sélection variétale. Ce qu'on peut appeler l'évolution guidée, puisqu'on prend ce qui va dans la variété des êtres vivants, on va en prendre ceux qui nous plaisent le plus. Je laisse le terme plaise plutôt que de prendre autre chose, parce que souvent, c'est la rose, par exemple, c'est une question de plaisir. Hein. Donc, ceux qui nous plaisent le plus, cette sélection variétale et qui produit la diversité. Petite anecdote, j'ai été en 2004, oui c'est en 2004,
j'ai été missionné au niveau international pour faire un rapport sur la contribution de la recherche agronomique française à la recherche agronomique internationale. Et je suis passé par Cali, au Centre international d'agronomie tropicale. Et à Cali, ils ont une collection de haricots. Le haricot est originaire d'Amérique du Sud, pardon. Donc, ils ont créé une collection de haricots où ils entretiennent les semences, ils reproduisent des semences, et il y a quand même quelque chose comme 5000 variétés de haricots. Donc, du petit haricot flageolet qu'on connaît jusqu'à des haricots qui pèsent plusieurs grammes. C'est assez impressionnant. Donc, on fait de la sélection variétale, on fait des collections, on aménage des zones protégées. Tout ça, ça peut rentrer dans des schémas généraux d'aménagement des territoires. Et je crois qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes de notre société aujourd'hui, ça a été que nous n'avons pas su, il n'y a pas de coupable, hein, c'était collectif, nous n'avons pas su aménager notre territoire. Et que peut-être les retours, s'il y en a un retour bénéfique de cette période, sera de repenser l'aménagement du territoire. Et puis évidemment, dans tout ce qui est biotechnologie et ingénierie écologique. Alors, quelques références. Donc, j'ai déjà cité Wilson, Biodiversité, bon, il faut que je le fasse apparaître quand même, Biodiversité. Vous pouvez le trouver en chargement libre sur le site de l'Académie des sciences des États-Unis. J'ai le livre, l'un des premiers qui a été publié en France, synthétique, signé par Christian Lévesque et Jean-Claude Monnoulou, Dynamique de la biodiversité et conservation. Bon, les deux auteurs ont écrit d'autres livres. Hein. Le Christian Lévesque est très productif et a une vision extrêmement critique, mais positive. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est quand on les critique, c'est pas pour démolir, c'est tout simplement pour apporter quelque chose. Et dès qu'on les critique, ça devient une catastrophe. Donc, Elena Cassetta et Julien Delors, donc la biodiversité en question, très intéressant aussi, est publié aux éditions matériologiques à Paris. Et puis Limermans et puis Antoine Dussault, Protéger l'environnement de la science à l'action, c'est le dernier livre qui est apparu, et il y a une partie importante, alors c'est l'environnement en général, une partie importante qui est en quelque sorte consacrée à la biodiversité. On a ce site qui mérite d'être visité, quelque chose qui a été fait par la FIS déjà à Paris, qui est une vidéo. Alors, je n'ai pas participé directement à la vidéo, mais je n'interviens pas en tant qu'acteur dans la vidéo, mais j'ai discuté pas mal avec ceux qui ont conçu cette vidéo, et elle traduit bien, en quelque sorte, une pensée dynamique, quelque chose qui est positif, encore une fois, positif. Donc, que les admirateurs de la biodiversité se rassurent. Alors, forme de conclusion. Alors, l'emploi politique du mot écologie est source de bien des confusions. Mettre de l'écologie dans le politique, bien sûr, ça n'a rien de scandaleux. Mais que l'écologie devienne politique, alors là, pour un scientifique qui a passé sa vie, venant de la biologie moléculaire, je ne dis pas, est bien traité par la biologie moléculaire, j'ai énormément soutenu l'écologie quand je dirigeais des programmes de recherche. Et évidemment, ça, c'est oublié. Je rappelle que l'écologie est d'abord une science de la vie, c'est pas de la tautologie, c'est-à-dire des choses qui disent tout et n'importe quoi. Donc, l'importance démesurée des ONG, je reprends la citation de mon ami Jacques Weber, qui nous a quittés il y a quelques années, qui avait un humour extraordinaire. Il disait « le panda pèse plus lourd que le cinéaste ». Donc le panda, vous savez que c'est l'animal symbolique du WWF. Alors moi, c'est une citation que j'ai extrait de brouillon de mon prochain livre. Bon, excusez-moi. Donc, l'écologie nous prédit l'enfer alors qu'elle devrait nous dessiner le paradis. Éviter les discours catastrophiques. Revoir le problème des valeurs. Voilà. Alors là, j'ai vraiment des problèmes avec ma souris. Là. Donc, faire ressurgir la notion de bien commun. Alors, j'ai mis ou pas, excusez-moi, c'est une hésitation dactylographique. Donc, pas de tragédie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet article célèbre fin des années 60 de Garrett Hardin qui s'appelait La tragédie des communs, qui montrait que, en gros, tout ce qui était commun
eh ben, c'était fait n'importe. La gestion commune n'était pas possible, qu'il n'y avait qu'à faire du privé. C'était la grande période où, de Milton Friedman, etc., où tout le néolibéralisme s'est conçu. On voit où ça nous a amené. Alors on peut dire, moi je dirais, ce n'est pas la tragédie des communs, au mieux une comédie. Et surtout, vu l'importance du sujet, lui redonner une consistance scientifique, esthétique et éthique sans mélanger. Et arrive la fin. Merci de votre attention, avec deux biodiversités, celle du douanier Rousseau, issue d'ailleurs d'une illustration de SPS, c'est Tigre sous la pluie dans la jungle. Donc vous avez, je trouve ce tableau absolument magnifique. Encore une fois, cette revue est magnifiquement illustrée avec des œuvres d'art. Et puis une biodiversité, ben, oui, une biodiversité qui n'est pas très grande, celle de la planète du Petit Prince, puisqu'il a une rose seulement. Alors espérons que notre planète ne devienne pas comme ça. Ben, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, ben, écoutez, je suis prêt à répondre par écrit ou par oral à vos questions. Merci encore. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Et du coup, on a quelques questions déjà qui ont été posées. Alors, n'hésitez pas à continuer à les poser dans l'outil questions-réponses si vous en avez. On peut commencer par une première. On nous pose la question, comment sait-on que l'extinction des Ediacara a été totale? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a jamais retrouvé de fossile après, qui ressemblait. Donc, alors, quand je dis elle est totale, c'est très vraisemblablement total, puisqu'on n'a pas trouvé. Parce que, après, quand on regarde, on a des. Après Burgess, donc celle qui est l'explosion cambrienne, après Burgess, on trouve des filiations dans les fossiles. Il faut creuser, évidemment, faut casser des cailloux, etc. Il ne faudrait pas les casser trop fort quand même pour préserver les fossiles. Mais sur Ediacara, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de filiation sur le plan, je dirais, morphologique. Hein. Sur le plan génotypique, non, parce qu'on n'a pas d'organisme a priori qui ressemble. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'elle a été totale. Mais encore une fois, c'est possible qu'il y ait eu quelques organismes qui ont évolué et qui se sont accoquinés avec les organismes d'explosion cambrienne, mais on n'en a pas la preuve de ça. Alors, ça ne peut pas dire que qu'il n'y en ait pas. Mais très probablement, il n'y en a pas du tout. Mais pourquoi? Alors, par contre, pourquoi on a cette forte diminution qui est quand même une extinction, au sens où on l'entend aujourd'hui? Et ça, on ne sait pas. Météorite, autre chose, on sait rien. Allez, autre question, s'il vous plaît. Si ça ne vous satisfait pas, vous reprenez. Hein. Pardon, si, très très bien. On a une question concernant l'OFB. Pensez-vous que le positionnement de l'OFB en France est fondé sur des études scientifiques ou plutôt sur des postulats politiques? La fondation de quoi? Le positionnement de l'OFB, de l'Office français de la biodiversité. Bon, il y a de la science dedans, il ne faut pas exagérer. Mais c'est quand même une agence principalement politique. Mais je dirais qu'il y a des assises scientifiques qui existent, qui sont sérieuses. En plus, c'est géré par des gens que je connais bien. Il y a pas mal de gens qui viennent du corps des eaux et forêts, un corps que je connais bien parce que j'ai été un des enseignants à l'École nationale d'ingénierie rurale des eaux et des forêts dans les années 80. Et j'ai toujours gardé des contacts avec les anciens élèves que j'ai eus comme élèves et certains qui ont même fait des thèses avec moi. Donc, il y en a pas mal là-dedans. Je pense que la culture scientifique qu'ils ont fait que, oui, il y a de la science dedans quand même. Mais l'objectif est quand même principalement politique. Ok. Une question concernant plutôt l'évolution du climat. L'évolution du climat sous l'influence des activités humaines nous amène à faire des prévisions pessimistes sur l'avenir de l'humanité. Quel parallèle peut-on faire avec l'évolution de la biodiversité? Alors là, si vous voulez, c'était la grande ambition lorsque l'IPBES a été créé, c'est que nos collègues de la biodiversité, donc principalement des écologues, ont vu le succès extraordinaire des recherches sur le climat. Et c'est vrai que, alors à titre personnel, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je pense que je sais à peu près comment c'est fait. Je sais qu'il s'appuie sur des modèles que je connais,
que les travaux qu'ils font avec leur modèle sont extrêmement sérieux, donc je n'ai pas de problème. Je ne fais pas partie des climato-sceptiques, pas du tout. En revanche, sur la biodiversité, alors, pourquoi ça a été fait, l'IPBES? Simplement parce que depuis que j'ai commencé ma carrière par faire faire mathématiques, biochimie, physique, etc., biologie moléculaire pendant pas mal d'années, et quand je suis arrivé dans l'écologie, je me suis dit, j'ai un problème, je dirais, j'ai pas du tout le même genre de discours scientifique. Donc j'ai un problème, et à l'époque, la biologie moléculaire surfait sur la vague des biotechnologies naissantes, commençait à penser en termes d'OGM, des applications médicales potentielles, et en gros, avait des arguments forts pour justifier qu'on leur alloue des moyens importants pour leur recherche. Et la réaction des gens de l'écologie, je les appelais les pleureuses. Parce que quand j'étais à l'époque, quand j'ai commencé, quand je suis arrivé dans le champ de l'écologie, notamment en tant que directeur adjoint des programmes environnement du CNRS, l'écologie, en tant que discipline, était rattachée au département des sciences de la vie. Et mes collègues de l'écologie n'arrêtaient pas de chougner, excusez-moi, de pleurer. En gros, ils étaient maltraités parce que les gens de la biologie moléculaire raflaient tous les crédits, etc., etc., etc. Donc j'avais le droit à un concert de pleureuses. Et d'ailleurs, ce qui a fait que nous, en tant que programme environnement du CNRS, on a pallié d'une certaine façon cette insuffisance de financement. Donc on a aidé beaucoup l'écologie. Alors maintenant, ce n'est plus le cas. Hein. Bien sûr, d'abord, les programmes n'existent plus. Ce n'était plus le cas, mais on a aidé beaucoup l'écologie. On a défendu l'écologie. Je peux vous assurer qu'il m'est arrivé d'avoir des discussions assez serrées avec des directeurs des sciences de la vie, qui étaient par ailleurs des gens qu'on s'apprécie mutuellement beaucoup. Mais j'ai défendu quand même l'écologie. Je pense un jour d'une discussion avec Claude Paoletti à l'époque, qui m'a dit « Alain, vous avez assisté à cette séance ce matin ?» Claude Paoletti faisait des séances scientifiques qu'on appelait les jeudis de Paoletti. Il faisait venir des gens et il me disait « Mais quand je fais venir des gens de l'écologie, il me disait « J'y comprends rien. » Le pire, ça a été le jour où il y a eu une séance sur l'écotoxicologie. C'était dramatique. C'était dramatique. Il a dit « Il faut absolument, il faut que vous preniez les choses en main parce que le contenu scientifique est extrêmement faible. » Il n'y avait qu'un seul exposé qui avait plu, était celui d'un collègue, je peux le citer puisqu'il a plu, c'était Alain Boudou, qui était de Bordeaux et qui a fait un magnifique exposé et qui a convaincu d'une certaine façon la direction des sciences de la vie que tout ça, c'était pas complètement nu. Et Alain Boudou, d'ailleurs, par la suite, nous a été d'un grand secours puisqu'il s'est fortement impliqué dans le programme que nous avons lancé quelques années plus tard, le programme Mercure-Guyane, donc à propos des pollutions par le mercure dues à l'orpaillage. Encore une fois, on a fait quand même des choses relativement sérieuses et utiles. Donc c'est pour ça que les gens qui restent dans leur labo et commencent à nous regarder de haut, je dis écoutez, faites la même chose que nous. Donc toujours est-il qu'Alain Boudou nous a fait ça et ils ont fait une chose absolument géniale. J'ai assisté. Ils ont réussi dans un programme à monter des instruments dans des enceintes qui étaient en gros conditionnés pour emmener des appareils de mesure fine dans le Haut-Maroni chez les Amérindiens. Ils sont installés sur les Amérindiens, ils ont vécu avec les Amérindiens, où il y en a de Haut-Maroni, en faisant des manips sur les eaux du fleuve et sur les poissons. Et ce programme a été, à mon avis, une des grandes réussites. C'est-à-dire à la fois de quantifier le danger, de quantifier le risque, mais aussi de le relativiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai eu ce problème-là, alors je vous le cite parce que ça fait partie du débat de société, j'ai eu ce problème-là à Lyon. Lors d'un colloque, je parlais un peu de l'Amazonie et des travaux qu'on a fait en Amazonie. Et immédiatement, j'ai des gens qui m'ont dit « Mais le mercure, c'est épouvantable. » Je dis « Oui, bien sûr, il faut absolument faire attention. » Mais je vous dis où le problème, c'est le mercure peut-être, mais le gros problème, c'est les gens les garimperos, ceux qui n'ont aucune foi ni loi et qui amènent une pollution qui est une pollution bactérienne. Donc, on a vu arriver le sida, on a vu arriver tout un tas de maladies. On a vu la résurgence du palu sur le Haut-Maroni, le palu avait disparu. Eh bien, donc on a eu une pollution qui était une pollution sociale
bactériologiques, etc., donc biologiques. Et je leur dis, vous savez, à un moment donné, il fallait que le préfet de Guyane prenne disons, des décisions. Le mercure peut-être, mais quand même, c'est pas, somme toute, c'était pas si grave que ça. On était en dessous des normes internationales. On était en dessous. Alors, mais on a quand même fait le travail, jusqu'au bout. Donc, on était en dessous des normes internationales et c'est vrai que le préfet a privilégié les actions sanitaires d'origine bactériologique et la pollution sociale, on peut appeler la pollution sociale, plutôt que la pollution par le mercure. D'ailleurs, on ne voyait pas très bien comment lutter dans la pollution une fois qu'elle était là. Il fallait lutter en amont, donc lutter contre l'arrivée des calimberos. Et puis, d'autre part, il fallait, en aval, c'était pas possible. On ne peut pas filtrer l'eau du Maroni. On ne peut pas prendre tous les êtres vivants et les démercuriser, si je puis dire. Une fois qu'ils sont dans les poissons, ils sont dans les poissons. Donc, on pouvait simplement dire, ben voilà, avec ce qu'on sait, adaptez votre régime alimentaire. C'est à peu près ce qu'on pouvait dire. Donc, ça a été extrêmement positif et opérationnel. Mais alors, encore une fois, en gros, on n'avait rien fait pour le mercure. Mais j'avoue qu'il y a des moments, ça coûte de l'argent, ça coûte des efforts considérables des chercheurs, des gens, des investissements intellectuels, même physiques, des gens. J'ai dit, mais allez voir un peu ce qui se passe au lieu de dire, de nous balancer une espèce de discours prédigéré, préfabriqué par, alors encore une fois, j'en veux quand même à certaines ONG, parce que c'est ces ONG qui fabriquent des discours. Et ces discours, ils ne sont pas très bons, y compris pour les gens qui sont aux premières lignes, les gens qui sont en danger. C'est pour ça qu'il n'y a pas si longtemps, à propos des feux sur l'Amazonie, quand les journalistes sont venus m'interviewer, je dis, mais parlez d'abord des gens qui habitent la forêt. Bien sûr, il faut défendre la forêt, mais on défend la forêt pour qui? Pour les gens. Ce n'est pas la forêt pour la forêt. Alors évidemment, là, c'est abominable parce que je mets pas en avant cet écosystème que j'adore. Moi, je me suis promené souvent dans la forêt amazonienne. J'ai navigué sur les fleuves. Donc, mais je suis désolé. Moi, ma préoccupation majeure, c'est les Amérindiens qui vivent dans la forêt, préserver leurs conditions de vie, préserver les autres qui vivent dans la forêt, qui retirent des ressources de la forêt, etc. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais quand vous êtes confronté, quand des médias viennent vous voir, y compris quand vous avez votre salle de séjour dans laquelle je suis aujourd'hui, transformée en un salon de télévision, et où le journaliste essaie de vous faire dire que la préoccupation est d'abord écologique, je dis non, ma préoccupation, elle est d'abord humaine. C'est une chose. Alors, j'ai un peu d'émotion, parce que l'un des Amérindiens que j'ai rencontrés quand je suis allé dans des villages amérindiens d'Amazonie a été tué justement aux derniers événements des incendies de forêt. Il a été assassiné tout simplement. Bon, excusez-moi. Autre question? Oui, on va enchaîner. Comme vous avez évoqué un petit peu le sujet des ONG, on a une question sur le WWF. Que dire de la fiabilité du rapport Planète Vivante, publié l'an dernier oui, par le WWF, il y a dans le monde, oui, je sais. avec l'appui de la Société zoologique de Londres sur la perte des 2/3 de vertébrés en 50 ans. Ouais. Et en effet, on a une question aussi sur un article qui est paru dans Le Monde hier. Voilà, vous demandons un petit peu votre avis, si vous l'avez vu. Je l'ai lu parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis abonné au Monde. Mais hier, je n'avais pas regardé la vision numérique, je faisais autre chose. Et puis, je ne suis pas tout le temps quand même dans la science, je pense aussi à d'autres choses. Je pense à ma famille en particulier hier. J'étais avec ma famille, voir toute cette descendance que je trouve absolument merveilleuse. Et alors, je rentre chez moi et je vois un mail de mon éditeur, donc des éditions du Seuil. Il me dit, est-ce que vous avez lu l'article? Je ne l'ai pas lu, alors je le lis. Et alors, les bras m'en sont tombés encore une fois. C'est-à-dire que qu'il y ait un article que j'appellerais d'opinion. Pourquoi pas? Mais là, ce n'est pas un article d'opinion, parce qu'il attaque la contre-expertise qui a été faite par des collègues, qui étaient publiés dans un des numéros de Nature. Donc, vous savez, pour publier dans Nature, il faut vraiment que ça soit solide. Hein. Et qui dit qu'en gros, il y a eu des erreurs considérables, mais qui sont des erreurs méthodologiques. Et je vais vous l'expliquer, cette erreur méthodologique. Parce que c'est une des choses qu'on apprenait à nos étudiants en première année. C'est-à-dire, quand vous avez une population, que vous tirez des échantillons de taille différente dans cette population,
quand vous estimez ce qu'on appelle des pourcentages, par exemple, pourcentage d'un caractère, pourcentage des gens qui ont les yeux bleus ou pas, si vous voulez estimer le pourcentage dans l'intégralité de la population à partir des pourcentages chaque échantillon, si vous faites la moyenne des pourcentages, c'est faux. C'est ce qu'ils ont fait. La moyenne des pourcentages, c'est faux. Complètement faux. Alors qu'il faudrait peut-être dire à ce journaliste qui révise un petit peu, s'il en a eu à l'époque, des cours de première année. C'est la première chose qu'on dit aux étudiants, on leur montre tous les pièges qu'il y a. Parce qu'il y a des pièges. Les pièges de la méthodologique, c'est de vouloir faire du calcul comme ça. Et alors, on parle de méta-analyse. Maintenant, c'est devenu à la mode. Alors que je me dis quelqu'un qui ne sait pas calculer les pourcentages dans une population, qui fait des méta-analyses, c'est ce que j'appelle du trifouillage de données. Et trifouillage de données, c'est un danger. C'est un danger qui a été mis en avant dans un autre secteur qui est celui de la santé. Un collègue qui est prof à Stanford, qui s'appelle John Ioannidis, a regardé pendant des années les publications qui étaient, dans lesquelles il y avait des analyses statistiques dans tous les sens. Et il dit en gros que la majorité, alors il est plus précis, mais je retiens la majorité des résultats qui sont obtenus avec ces analyses sont faux. Donc on ne peut pas continuer à faire ça. On ne peut pas continuer à faire ça et admettre ça. C'est pour ça que je dis les ONG, ils ont leur discours, ils ont leur public, je ne sais pas, qui présente les côtés esthétiques magnifiques de la biodiversité, les beaux animaux, les beaux paysages, etc. Bien sûr. Mais de là à vouloir se transformer en agent scientifique, non. C'est vrai pour l'EVR, c'est vrai pour l'IUCN. C'est-à-dire, quand vous regardez les méthodes d'estimation de l'IUCN, les bras vous en tombent. Enfin, si vous voulez, moi, j'ai passé ma vie à ça. Les bras vous en tombent. On dit, mais à quoi ça a servi ce qu'on a fait? À dire aux gens, voilà comment il faut faire pour faire des choses qui tiennent la route. Donc, c'est pour ça que je suis très critique. Et justement, aussi bien dans le calcul qui a été fait dans le rapport du VVF que la reprise hier par Stéphane Foucard, qui a par ailleurs, vous avez vu, vous savez qu'il a attaqué dans un de ses livres, a attaqué la FIS parce que la FIS est trop rationnelle, n'est-ce pas? On peut pas. La science, c'est pas ça. La science pour les gens dont la formation est journalistique, je suis désolé, laissez les scientifiques en parler et on peut en parler ensemble après. Mais surtout pas de jugement comme ça. Je dis, il y a de l'arrogance, il y a dans ce type de discours de la suffisance même, d'une certaine façon. Et je suis désolé parce que il y a quelques semaines, j'avais lu un article qui m'avait plu de Stéphane Foucard, parce que je l'avais trouvé intéressant, quand il avait remis en avant l'hypothèse, pas remis en avant, en racontant le fait que l'hypothèse de l'accident d'un laboratoire de bricolage génétique a pu être à l'origine de la Covid, en disant que cette hypothèse-là n'est pas à exclure. D'ailleurs, il était même un peu plus affirmatif que ça. On pourrait dire aujourd'hui qu'elle n'est pas à exclure, point à la ligne. Mais là, l'article, j'avais trouvé assez convaincant, surtout qu'il s'appuyait quand même sur des données bien plus solides que celles sur lesquelles il s'appuie là. Donc il y en a marre quand même. Je le dis bien en tant que scientifique. Ça fait des années. Nous, on sue sang et eau, on peut le dire. J'ai vu des gens, mourir quand même. Des jeunes mourir. J'ai vu et connais des journalistes dans Superbe Parisienne qui vous sortent ce genre de choses. C'est insupportable. Désolé d'être un peu vif comme ça, mais il y a un moment donné, ça ne va plus. Non, mais on comprend. Pour rester presque dans les questions polémiques, vous dites que la 6e extinction est une escroquerie. On a plusieurs questions là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous décrire les faits scientifiques qui permettent de définir une extinction en soi et détailler pourquoi la 6e serait différente des autres? Oui, alors donc, déjà la différence. La 6e extinction pourrait être différente des autres, dans la mesure où là, elle n'est pas due à un phénomène naturel violent, parce qu'avant, on a pu tracer à peu près les extinctions. La dernière, la plus médiatique. La dernière, la plus médiatique, c'est l'extinction qui a conduit à la disparition des dinosaures. En fait, il y a eu deux phénomènes concomitants. Un phénomène extrêmement bref, qui a probablement été celui qui a été le déclencheur, et puis un phénomène un peu plus long terme, qui a été une grande éruption volcanique. Alors, le phénomène déclencheur, c'est la fameuse météorite de Chicxulub. Ça, ce sont des événements naturels.
C'est donc la 5e grande extinction, événement naturel. La 6e serait due à l'homme. C'est un peu comme. C'est pour ça que la notion d'anthropocène n'est peut-être pas complètement à rejeter. C'est parce que l'homme intervient maintenant comme facteur important qui agit sur l'intégralité du fonctionnement des dynamiques de la planète. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Et dire que alors que ça soit une extinction, alors là, beaucoup de choses restent à faire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les arguments qu'on a, pour l'instant, sont des arguments basés sur des spéculations, encore une fois, sur des modélisations des statistiques dont je conteste complètement la solidité. Quand je parlais de l'estimation des vitesses, quand on dit que ça disparaît plus vite que toutes les autres grandes extinctions, on ne sait pas, j'en sais rien, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais le dire n'a pas de sens. Il n'y a pas d'assise scientifique sérieuse. Donc, alors, que ça soit un slogan, pourquoi pas, mais que ça reste du domaine de la publicité, du slogan. Mais ne pas agiter systématiquement 6e extinction. Il y a d'autres arguments pour la biodiversité. Il y a d'autres arguments que d'effrayer tout le monde. Je dirais, par exemple, tout ce qui est intéressant de la biodiversité. Même les côtés négatifs de la biodiversité. Je savais quand je me promenais dans la forêt amazonienne que pas loin, il y avait des serpents qui étaient là. Un jour, il y avait un serpent corail qui m'est passé auprès de la main. Je savais que ça existait, ça. Bon, le serpent corail m'a complètement ignoré. D'ailleurs, heureusement. Donc, j'ai rencontré plusieurs fois des serpents. En général, ils ont plus peur de nous que nous n'avons peur d'eux. Donc, ils s'enfuient. Donc oui, donc la biodiversité, je dirais, dangereuse parce qu'elle existe. Somme toute, il suffit de le savoir. L'expérience que j'en ai, c'est ça. C'est-à-dire, si vous connaissez les dangers, vous savez mieux vous en protéger. Alors, cela étant, quand les gens partaient en forêt amazonienne, la première chose qu'on leur disait, vous savez, le premier risque, c'est ni les araignées, ni les serpents, ni etc., ni les dendrobates, les fameuses dendrobates, hein, dont vous savez qu'elles sécrètent des substances extraordinairement toxiques. Donc, ce n'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est la première chose, c'est de vous perdre. Vous êtes dans un espace immense. Moi, je me suis perdu une fois. Vous êtes dans un espace immense. Quand vous êtes perdu, vous êtes vraiment perdu. Et vous n'avez aucun moyen de vous orienter si vous n'avez pas. Le GPS ne marche pas parce que la couverture, la canopée arrête les ondes radio. Vous ne pouvez pas communiquer qu'à travers des ondes radio à d'autres longueurs d'onde, notamment communiquer avec la base. Mais le GPS ne marche pas. La boussole, ce jour-là, j'avais oublié ma boussole. Bon, je ne veux pas vous raconter l'histoire parce que c'était une erreur, une immense connerie de ma part. Bon, ça n'a pas de conséquences dramatiques, mais j'ai été perdu quelques heures en forêt. Donc, la première chose, c'est la forêt, vous vous perdez. C'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est de recevoir une branche sur la tête. Ça, tous les gens qui vont en forêt savent que c'est un risque qui n'est pas nul. Alors, c'est pour ça qu'on est à la guet quand on se promène, parce qu'une branche qui tombe, ça fait du bruit. Et le bruit d'une branche qui tombe, on la connaît. Alors, ça peut être l'arbre tout entier. Ça arrive. Donc, encore une fois, il faut connaître les dangers, savoir lesquels sont des dangers auxquels il faut faire très attention, et les autres qu'ils existent, mais que ce n'est pas le premier danger. Donc, alors, sur ce, je me suis peut-être un peu égaré dans la réponse à la question. Quelle était la question au départ ? Pardon, je remets mon micro. Elle était concernant la 6e extinction, voilà, définir en quoi elle serait vraiment différente d'une autre. Je l'ai dit, elle était différente. Oui. Elle serait due à l'homme à ce moment. Elle serait hypothétiquement due à l'homme. Bon, elle n'est pas encore là, contrairement à ce qu'on raconte. Et c'est pour ça que je suis revenu sur les vitesses exactes. Ça me permet juste une petite question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a déjà une extinction qui a été liée à une seule espèce ? Non. Enfin, désolé, non. Je dis non, je ne sais rien. Mais en tout cas, celles qu'on a vues jusqu'à présent, elles étaient dues à des phénomènes plutôt astronomiques et géologiques. Donc, des géo-événements comme les grandes éruptions. Au moment de la disparition des dinosaures, il y a eu une grande éruption volcanique dans ce qui est l'Inde actuellement et qui a recouvert d'une quantité incroyable de lave. Il y a 3 km d'épaisseur sur le décan de lave volcanique. Bon, le décan, c'est grand quand même. Hein. Donc, de lave volcanique, et tout ça, au même moment, ça rejette dans l'atmosphère des gaz, des poussières, etc. Donc, au moment où, pratiquement, à ces échelles de temps, c'est difficile à quantifier. Ce n'est pas la seconde. Hein.
c'est sur des centaines, voire des milliers d'années. Donc cette grande éruption a duré longtemps. Il y a une autre très grande éruption qui a déposé ce qu'on appelle les trappes de la Sibérie, qui elle aussi a contribué à diminuer drastiquement la biodiversité, parce que avec les éruptions volcaniques, vous avez descendre dans l'atmosphère et vous avez un effet global. Au XVIIIe siècle, il y a une éruption en Islande, d'un des volcans islandais que je ne veux pas. C'était le Laki, celui-là, il est prononçable. Donc le Laki, donc au XVIIIe siècle, il y a une éruption qui a fait que quand même jusqu'en juillet, au nord de la France, il a même gelé à Montpellier au mois de mai ou juin. Donc à l'époque, puisqu'il y a des gens à l'époque qui avaient ce qu'on appelle les amateurs. La science avait beaucoup d'amateurs qui faisaient de la science à titre personnel parce que ils étaient curieux. C'était l'époque des cabinets de curiosité. Et alors donc, ils faisaient de la science. Il y en a beaucoup qui relevaient les températures tous les jours, la météo, ils observaient ça. Il y avait des cahiers. Et il y a un cahier, alors je ne me souviens plus du nom de la personne qui est un médecin, qui refaisait tous les jours des relevés météorologiques. À travers ces relevés, on a remarqué qu'il y a une période où il y a eu effectivement un grand froid d'été et on a reconstitué après. C'était suite à l'éruption du Laki en Islande qui a recouvert toute l'Europe occidentale d'un nuage de poussière et qui a arrêté les rayonnements solaires tout simplement. Donc, en gros, alors, on n'a pas vu de disparition d'espèces, hein, d'abord parce qu'on ne s'intéressait pas à ça. Donc, on n'a pas vu de disparition d'espèces, mais il y a eu un impact quand même important sur le plan climatique, parce qu'à cette échelle de temps, c'est un impact climatique. Donc, oui, il y a des impacts qu'on a pu voir. Des impacts humains, non, parce que d'origine humaine, c'est arrivé, les grandes extinctions sont arrivées avant l'homme. C'était, même à l'époque des dinosaures d'ailleurs, les humains n'existaient pas, et peut-être que les humains sont apparus, ont réussi à émerger et à s'imposer, parce que les grands sauriens ont disparu. C'est une hypothèse très osée, mais pourquoi pas? De toute façon, on ne peut pas faire l'expérience. D'accord. Elle n'est peut-être pas souhaitable, parce que les T-Rex, c'est quand même pas très sympathique. On enchaîne sur une question concernant les projets d'aménagement. Lorsqu'un projet d'aménagement risque de détruire telle ou telle espèce protégée, que peut-on proposer? Renoncer, réduire ou compenser d'une façon ou d'une autre? Alors là, je dirais, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Alors, pour que ça détruise une espèce, alors je vais prendre un exemple, justement pour aller dans ce sens-là. J'ai cité le pic prune tout à l'heure. Le pic prune, rassurez-vous, il y en a partout ailleurs, hein, que sur la tracée de l'autoroute A28. Il y a un autre exemple, le stade de football de Brest. Donc le stade de football de Brest, dans les années 2000, envisage de créer un centre de formation pour les jeunes et un centre d'entraînement près de Landerneau, donc dans la banlieue de Brest. Et ils identifient un terrain qui semblait extrêmement bien pour ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on découvre sur le terrain en question quelques individus d'une population d'un escargot qu'on appelle l'escargot de Quimper. Espèce qui a été protégée un jour, on ne sait pas pourquoi, mais a été protégée un jour. Donc, immédiatement, on arrête tout. Alors là, ça a bloqué tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comment dirais-je, pris le temps de la conciliation, on a tout arrêté. Après tout, pourquoi pas? Alors depuis, le stade de Brest a trouvé un autre endroit. Mais alors, ce qui se passe, c'est quand même, c'était pas une espèce, là, parce que on en a trouvé localement, mais l'escargot de Brest, on le trouve ailleurs. On l'a retrouvé ailleurs tout le long de la côte atlantique. Donc ce n'est pas une espèce qui disparaît, ce sont des individus. Et là, il y a quelque chose qui est quand même très embêtant, c'est le mélange des notions. Donc, un individu appartient à une population. Tout ça, ça marche, ça fonctionne. C'est-à-dire ça se reproduit, etc. Ça vit. Une espèce, ça ne vit pas. Une espèce, c'est une entité, c'est une catégorie taxonomique. Une espèce ne vit pas. Parler de la durée de vie d'une espèce n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'il y a quelquefois des mélanges de termes qui ajoutent de la confusion à la confusion. Donc si on avait construit le stade
d'entraînement de Football Club de Brest. Je signale quand même que c'était une des conditions pour que Brest soit maintenu en première division à l'époque. Donc on était dans, je ne suis pas un footeux, hein, je le dis tout de suite, hein, mais je trouve que c'est un sport qui est extrêmement populaire et doit être considéré comme un événement extrêmement populaire. Donc, ça, c'est mon appréciation personnelle. Mais donc, on a arrêté, on a changé. Donc, il y a eu une négociation. Je crois que dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est négocier. C'est négocier. Quelquefois, ça peut être marrant, parce qu'il peut y avoir quelquefois des gens qui s'en portent, etc. Enfin, en tout cas, l'escargot de Brest n'a pas disparu. Le pic prune n'a pas disparu. Donc, il faut essayer d'avoir un discours qui ne peut, et d'arriver à un point de vue commun qui ne peut se faire que dans la négociation et où le scientifique apporte sa connaissance, des faits scientifiques, et après aux acteurs sociaux de voir comment ils s'approprient les faits scientifiques, après discussion avec les scientifiques, pour qu'ils puissent estimer, je dirais, la solidité. Enfin, en général, les faits scientifiques sont extrêmement solides, mais voir ce qu'on peut faire. Est-ce que si on fait un peu autrement, est-ce que ça pourrait marcher? À ce moment-là, la discussion avec les scientifiques est extrêmement, est plus qu'utile, elle est même nécessaire. Mais en tout cas, ne pas oublier que le fait scientifique n'est pas une opinion, ce n'est pas un fait religieux, c'est un fait qui est dûment validé, etc., avec réellement des procédures d'évaluation extrêmement solides, à cela près que quelquefois, il y a des ratés, comme l'avait remarqué John Ioannidis en disant qu'il y a des publications, mais qui annonçaient des résultats faux. C'est ce que j'appelle le trifouillage de données. Et actuellement, il y en a un certain nombre qui sortent. Je suis extrêmement critique là-dessus. Connaissant un petit peu les mathématiques qu'il y a derrière, l'informatique qu'il y a derrière, je dis, bon, c'est très facile de dire n'importe quoi. Avec je dirais, l'impression d'avoir une démonstration, parce qu'il y a des mathématiques. Comme j'ai dit souvent, un résultat mathématique est vrai, puisqu'il est démontré à l'intérieur des mathématiques, mais dire qu'il représente une réalité, eh ben non, je ne peux pas le dire. Donc, c'est le grand défaut de l'économie, ça, entre parenthèses. C'est d'avoir cru que le modèle mathématique représentait la réalité. Eh ben non. C'est éventuellement un monde virtuel, mais pas du tout une réalité. Et le premier qui a critiqué ça, c'était Henri Poincaré, au début du XXe siècle, lorsqu'il a critiqué l'approche mécaniste de Léon Walras. Mais ça, je vous passe là-dessus. C'est une autre affaire dont on parlera peut-être dans le cadre de la FIS, si ça vous intéresse. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à peu près à la question ou je me suis laissé aller à une diversion un peu trop grande? Si, je pense que vous avez à peu près répondu. Il n'y a pas de solution parfaite. Il faut juger à partir des faits et ensuite prendre une décision morale ou sociologique, mais ça, c'est collectif, pardon. Mais qui ne dépend pas de la question scientifique. Oui, voilà. C'est important. Le scientifique ne prend pas de décision. Du coup, on enchaîne un petit peu. On a des questions sur quand même les effets de l'homme. Est-ce qu'on peut mettre en balance les effets positifs et négatifs de l'homme sur la biodiversité? Est-ce qu'on peut scientifiquement estimer la conséquence positive ou négative des activités humaines sur la biodiversité? Alors, je vais dire oui localement. Localement, c'est sûr qu'on peut localement voir des effets. Globalement, c'est un peu plus difficile. D'abord parce qu'on ne sait même pas combien il y a d'espèces dans la biosphère. On s'accorde pour dire qu'il y en a entre 5 et 8 millions, à peu près. Ça, c'est une estimation qui avait été faite par un collègue anglais dont on peut regretter là aussi la disparition, Robert May, qui avait, avec deux de ses collègues, avait fait une estimation globale du nombre d'espèces sur la planète. Alors là, on a une estimation globale. Alors maintenant, disparition d'espèces, c'est très, très, très difficile. D'autant plus que souvent, il y a des... Alors, il y a la disparition, je dirais, emblématique, celle du dodo. Le fameux dodo là, que les marins des différentes flottes qui passaient, différents bateaux qui passaient dans ce coin disons de l'Est de la Réunion, trouvaient ce dodo qui était bon à manger, ce qui est évidemment pas une qualité quand on peut être un gibier, et qui a été massacré, il faut le dire, par les marins. Cette espèce a manifestement disparu. Ça, c'est clair. Alors, il y en a d'autres sûrement, si on remonte dans l'histoire de l'humanité,
Bien sûr qu'il y en a d'autres. Le mammouth a disparu. Est-ce qu'il a disparu à cause de l'homme? J'en sais rien. Mais l'homme n'est probablement pas complètement innocent. Donc, il y a un certain nombre d'animaux qui ont disparu à cause de l'homme. Mais je dirais quand même très peu. Des animaux, quand même pour éradiquer une espèce, il faut y aller fort. Hein. Parce que, alors, on parle des espèces menacées. L'ours blanc. Alors, l'ours blanc, encore une fois, avec relativisant quand même, ne pas l'idéaliser, surtout pour les gens qui un jour vont aller se promener dans le Grand Nord, qui risquent de rencontrer des ours blancs. Ce que vous conseillerez à un scientifique moyen, parce que c'est ce qu'ils font, les scientifiques, c'est de vous balader avec un bon fusil. Parce que ce n'est pas des animaux qui sont forcément inoffensifs. Donc, alors, c'est évidemment ce que je dis est abominable. Hein. Mais c'est ce que font les collègues qui font des hivernages, par exemple, au Svalbard, au nord de la Norvège. Il y a plein d'ours blancs là-bas. Et bien, quand ils sortent, ils sortent avec un fusil. Et ils ont été, d'ailleurs, cet hiver, c'est l'hiver ou l'hiver dernier, avec le dérèglement temporel de la Covid, on ne sait plus très bien. Enfin, il y a soit le dernier hiver, soit l'hiver d'avant, il y a eu, comme la station scientifique qui est là-bas, a quand même été assiégée plusieurs jours par des ours blancs. Et ils n'étaient pas fiers, hein, la station. Donc, il faut faire attention là-dessus. Et ce n'est pas une raison pour supprimer les ours blancs, bien sûr. C'est autre chose. Mais l'ours n'est pas un animal qui soit blanc, brun ou vert, rouge, jaune, etc. Bon, ces couleurs-là n'existent pas, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour les éradiquer. Mais il faut réellement s'en protéger, tout simplement. La biodiversité, encore une fois, elle n'est pas que bonne. Hein, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une espèce de divinité. D'ailleurs, on divinise un peu ce genre de choses. Ça devient presque une religion. Souvent, je dis, en gros, je reconnais des réflexes religieux dans les gens qui parlent de biodiversité. Une espèce d'adoration. Donc, il faut faire très attention, savoir s'en protéger, qu'encore une fois, ce n'est pas neutre. Il y a des dangers, il y a des choses extrêmement intéressantes. La biodiversité recèle des tas de choses intéressantes, mais n'est pas bonne en soi, encore une fois. Elle n'est pas bonne en soi. Alors, d'abord, est-ce qu'on fait? On crée de la biodiversité. Ah ben oui, on crée de la biodiversité. J'ai dit déjà tout à l'heure que la sélection variétale a conduit à sélectionner des tas de plantes qui sont d'intérêt alimentaire. Avant la découverte de l'Amérique, par exemple, on n'avait pas. L'Amérique, c'était quand même, pour ceux comme le chocolat, il n'y avait pas de cacao. Le cacao, il vient, d'ailleurs, les cacaoyers, je dirais, les plus ancestraux, on les trouve au sud de la Guyane. Il y avait les haricots, la tomate, hein, les découvertes de l'Amérique, la tomate, hein, les solanés. Donc, je pourrais vous en citer d'autres, le manioc. Donc, il y a plein de choses qu'on a ramenées des Amériques, en quelque sorte. D'ailleurs, on a ramené plus de choses pour nous que de bonnes choses qu'on a pu importer dans les Amériques, hein, qui a conduit quand même à l'un des plus grandes abominations qui s'est passée, c'est la biodiversité humaine. Oui, la biodiversité humaine, elle est gravement atteinte à cause des maladies infectieuses qu'on a apportées. Donc, alors, oui, on peut avoir des effets positifs. Quand on étend les aires de répartition, eh bien, en quelque sorte, on fait que la biodiversité, par exemple, du manioc, que la biodiversité du cacaoyer, heureusement d'ailleurs, parce que j'aime bien le chocolat, donc que cette biodiversité, grâce à l'extension de l'aire géographique, soit d'autant mieux protégée en quelque sorte. Alors, il y en a d'autres, hein. J'ai pris quelques exemples comme ça, mais il y en a plein d'autres. Enfin, voilà, donc l'homme n'est pas toujours négatif dans son action sur la biodiversité. Alors, je n'ai pas cité, mais je vais le faire quand même, mon chien, je n'ai pas cité les OGM. Alors, les OGM qui ont été diabolisés, alors pour des raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des raisons qui sont des raisons, encore une fois, de projection imaginaire, de fantasme en quelque sorte. C'est comme les gens qui, au début, quand on commençait à vacciner avec l'ARN, commençaient à se dire, est-ce que ça ne va pas, cette vaccination avec l'ARN ne va pas troubler notre génome, avec une insertion dans le génome, d'un génome qui est exotique, etc. Alors que les gens soient tranquilles, les transferts horizontaux, il y en a tout le jour. C'est-à-dire que très probablement, dans leur génome, il y a des parties de génome qui viennent d'ailleurs, mais pas du tout dues à des manipulations génétiques, qui sont tout simplement ce qu'on appelle les transferts horizontaux,
qui sont tout à fait naturelles. D'ailleurs, savoir que ce qu'on fait au point de vue technologique, ce n'est que mieux comprendre et mieux, je veux dire, d'une certaine façon, apprivoiser dans mon sens du terme, les processus naturels. Donc, la biodiversité, oui. Alors, on ne fait plus d'OGM en Europe. Bon, c'est un choix, hein, là encore un choix, basé non pas sur des considérations réellement scientifiques, mais sur des fantasmes. Mais pourquoi pas, après tout? Après tout, moi, j'avoue que même si c'est du fantasme, il faut en tenir compte. Je trouve qu'on se prive de moyens d'action considérables. Alors, cela étant, excusez-moi, j'ai dit les OGM, on se prive de... Non, on ne se prive pas parce qu'on utilise tous les jours, en médecine, on utilise des produits d'OGM. Pratiquement tous les antibiotiques aujourd'hui sont fabriqués par des OGM, des bactéries transformées, qui permettent d'avoir de la streptomycine. D'ailleurs, c'est streptomycase qu'on utilise beaucoup, donc ils permettent de fabriquer des antibiotiques qui sont des antibiotiques à structure protéique. Donc ça c'est clair qu'on augmente la biodiversité. Alors, cela étant, ce n'est pas pour non plus négliger les effets pervers. Ça, les effets pervers, il faut les estimer, il faut les contrecarrer. Si on juge utile de le faire, encore une fois, le juge utile de le faire, ça ne fait pas partie de la réflexion du scientifique. Le scientifique peut dire ce qui apporte la connaissance scientifique à la décision, mais ce n'est pas au scientifique de décider. Voilà ce que Très bien. Très bien. Après, ce n'est pas toujours négatif. Pardon? Ce n'est pas toujours négatif. Oui. Alors, je vous presse un tout petit peu, il ne nous reste plus que 3 questions. Et donc, une concernant la protection de la forêt amazonienne n'est-elle pas aussi importante pour le climat, pour l'absorption de CO2? Alors, je vais répondre de façon mitigée. D'abord, la forêt amazonienne n'est pas le poumon de la planète. Le poumon de la planète, c'est l'océan. Donc ça, c'est la première chose. La forêt amazonienne, en revanche, absorbe une partie de CO2. Alors, il y a un article dans Science qui est paru il y a à peu près un mois qui est extrêmement intéressant là-dessus. On a essayé de voir en quelle mesure la forêt amazonienne pouvait contribuer justement à la régulation des gaz à effet de serre. Parce qu'on a pu apercevoir, c'est autour de 1600, quand on retrace, vous savez qu'on peut reconstituer la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à travers un certain nombre de choses, notamment des calottes glaciaires. Donc on a réussi à récupérer des bulles de gaz, analyser ces bulles de gaz avec des méthodes extrêmement fines. En France, on est très bon là-dessus. Donc à Gif-sur-Yvette, il y a le centre des faibles radioactivités qui est un des centres d'excellence mondiaux sur le sujet. Enfin, ça, c'est pour faire de la publicité, pour montrer quand même que la science française, elle est là, encore bien présente. Donc on analyse ça et on sait qu'aux alentours de 1600, il y a eu je dirais, un pic d'oxygène qui fait il y a eu une production d'oxygène tout à fait étonnante à ce moment-là. Et on a mis ça en regard avec éventuellement la perturbation d'Amazonie. Donc, c'est-à-dire que l'Amazonie perturbée, avec les grandes maladies qui arrivaient, la pression anthropique a diminué, la forêt s'est mise à repousser, et en repoussant, parce que c'est là qu'elle absorbe le plus de CO2, donc en repoussant, elle absorbait beaucoup de CO2, donc la concentration dans l'atmosphère, l'oxygène dans l'atmosphère a augmenté. C'est une hypothèse. Alors, bon, elle est très contestée. C'est basé sur des faits, sur des analyses croisées, croisant l'anthropologie, l'histoire, bien sûr, des analyses physiques. Donc, ça, c'est éminemment interdisciplinaire. D'ailleurs, c'est une chose qu'on n'a pas abordée, on n'a pas le temps. Maintenant, l'interdisciplinarité est une pratique scientifique essentielle dans ces approches-là. On ne peut pas se contenter d'une discipline, aussi sympathique soit-elle. Donc, l'écologie n'est pas suffisante, mais c'est une pratique interdisciplinaire qui mène aux grands résultats scientifiques aujourd'hui. Donc ben oui, donc la forêt amazonienne, elle joue un rôle, et je dirais, elle joue un rôle principalement quand elle pousse, quand elle est perturbée, qu'elle soit mise à repousser. Elle joue un rôle, mais on a essayé de faire des bilans, c'est pas clair. En gros, elle absorbe autant de CO2 qu'elle en rejette. Et en fonctionnement, je dirais, stationnaire. Alors quand c'est plus stationnaire, c'est se met à repousser, il va y avoir absorption de CO2.
En revanche, il y a une chose qui se passe qui est très importante, au moins au niveau régional, c'est la régulation des pluies, donc de l'humidité. La forêt amazonienne relargue dans l'atmosphère énormément d'eau. Énormément d'eau, d'ailleurs quand on va dans cette forêt, surtout quand on la survole, on le voit très bien. Il y a des nuages qui se forment très bas au-dessus de la végétation. C'est assez joli, ces nuages qui émergent de la forêt, et ça fait c'est des quantités énormes d'eau qui sont... Mais c'est le problème aussi de l'Amazonie. L'Amazonie, c'est la forêt, mais c'est l'eau. Si vous voulez, je raconte aux gens, j'ai dit, pour moi, le choc le plus fort que je suis, pas le plus violent, parce qu'il n'était pas violent, c'était la vue de l'Amazone. L'Amazone, c'est quelque chose qui est inimaginable pour nous. Un fleuve de cette taille, qui avec des largeurs par endroits qui peuvent atteindre 100 km, c'est-à-dire vous ne voyez pas l'autre rive parce que vous passez au-delà de la ligne d'horizon. Donc c'est colossal. Et l'eau en Amazonie, je dirais, vous avez la forêt et l'eau, voilà, de grandes choses. Et puis vous avez des gens qui vivent. Les gens qui vivent, ils sont, je dirais, essentiels. Donc voilà ce que je peux dire pour l'Amazonie, mais c'est sûr que ça joue un rôle, y compris au niveau global, mais pas forcément dans la simplicité des mécanismes qu'on imagine. Voilà. Très bien. Alors, on va quitter la forêt amazonienne pour aller dans les Pyrénées. On n'aura plus qu'une question après. La réintroduction de l'ours ou du loup dans les Pyrénées a-t-elle une issue? Et si oui, laquelle? Alors, d'abord, nous n'avons pas réintroduit le loup, première chose. Le loup, il est venu tout seul. Vous savez que le loup est arrivé d'abord venant d'Italie, Italie du Nord, où il était encore endémique. Il est venu d'abord par le Mercantour, et puis il s'est répandu, il se répand en France tranquillement. Alors, justement, le loup, il est apparu dans les Pyrénées. Immédiatement, l'hypothèse, c'était de dire, le loup des Pyrénées, il vient d'Espagne, mais il y avait encore quelques populations de loups en Espagne. Et on s'est aperçu que ce n'étaient pas les mêmes génotypes. Donc, et on s'est dit, d'où vient le loup des Pyrénées? Alors, le loup n'a pas été réintroduit, il est venu tout seul. Et ben, c'est tout simplement le loup du Mercantour qui a suivi les autoroutes. Alors, il ne marchait pas sur les autoroutes, mais il était près des autoroutes et qui s'est répandu tranquillement jusqu'aux Pyrénées. Donc, le loup que vous avez dans les Pyrénées, c'est celui qui, à l'origine, vient d'Italie. Donc, alors, j'en parle d'autant plus aisément que c'est mon labo qui a pisté les loups, donc à travers les traces génétiques. Donc les poils, les fesses, etc., qu'on trouve sur le trajet du loup. Donc c'est eux qui ont fait le tracé, qui ont trouvé le tracé du loup. Donc le loup des Pyrénées, aujourd'hui, alors peut-être qu'il y a, depuis le temps, enfin c'est pas si longtemps que ça, il y a quelques années, il y a peut-être quelques loups qui sont venus d'Espagne et batifolés avec quelques loups des Pyrénées, ben, ça augmentera la biodiversité avec des hybrides. Alors pour l'ours, j'ai autre chose. Alors l'ours, c'est une question locale. Point. Moi j'avoue, j'ai rien à dire là-dessus. Localement, les gens ils choisissent d'avoir de l'ours ou pas. Qui est localement certaines petites oppositions, voire confrontations entre les bergers d'une part et les gens de la protection de la nature, c'est leur affaire. Donc le scientifique peut dire oui, le loup, d'une part, oui, l'ours peuvent vivre dans les Pyrénées ou pas. Ils ont, sans qu'on les mette dans des cages, donc peuvent vivre là-bas sur le plan de l'écologie et de la biologie, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Et nous n'avons pas à... alors, je peux vous raconter une petite histoire avant, c'est terminé là. La petite histoire, ça est arrivé, j'étais en Guyane. Donc, en Guyane, je sors de chez moi, c'était le matin. Je sors de chez moi le matin, c'était l'époque où il y a 5 heures de décalage avec la métropole. Je mets la radio et j'écoute les informations, et le journaliste qui était là dit « sale coup pour la biodiversité ». Alors je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Et alors, sale coup parce que le chasseur qui avait tué, je crois que c'est l'ours cannelle, donc avait tué l'ours cannelle parce qu'il s'était trouvé face à face avec l'ours, et l'ours, c'est quand même une grosse bête. Hein. Donc il faut faire c'est une grosse bête qui est agressive et dangereuse. Il a eu peur, il a tiré, il a tué. Bah oui, ça arrive. Et donc, alors c'était ça le coup pour la biodiversité. Alors dans ma tête, j'ai dit, bon, un individu d'une population qui malheureusement a été tué pour des raisons
de sécurité, peut-être de survie de la personne, je ne vais pas pleurer. Hein. En revanche, qu'on puisse éventuellement faire venir un ours des Pyrénées. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait vérifier, hein, je ne suis pas sûr, je crois qu'il n'existe plus, d'ours d'origine pyrénéenne. Les ours qu'on a maintenant sont des ours qui sont venus d'ailleurs, notamment de Croatie. Donc, ils ont été importés à un gros paquet d'euros, d'ailleurs, ça coûte cher tout ça. Mais ça, c'est leur affaire. Hein. Si les gens choisissent ça, moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire là-dessus et les scientifiques, en général, n'ont rien à dire. Très bien. Alors, deux questions rapides et potentiellement en réponse rapide, si possible, Oui. pour essayer de finir avant 21h. Peut-on estimer le nombre d'espèces nouvelles qui apparaissent en moyenne en une année? Non. Très bien. Ça, c'est une réponse rapide. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on s'est aperçu, un exemple de spéciation extrêmement rapide, c'est le moustique du métro de Londres. 1863, et le premier tunnel de métro a été creusé. Donc, à ce moment-là, il y a des moustiques qui étaient un moustique qui vivait à l'extérieur, hein, du genre Culex. Donc, ils rentrent dans la galerie du métro de Londres et on ne le voit pas tout de suite, on s'en aperçoit des années plus tard, il y a des moustiques dans les galeries du métro de Londres. Le moustique n'est pas un animal souterrain. Donc, et on s'aperçoit que ce moustique-là, donc les populations de moustiques, sont d'une espèce différente de l'espèce d'origine. Donc en fait, il s'est créé une espèce nouvelle en quelques dizaines d'années. Alors, dans mon bouquin, c'est précisé, j'ai raconté l'histoire, mais c'est quelques dizaines d'années, il y a une espèce nouvelle qui est arrivée, qui est le moustique du métro de Londres. Et on pense aujourd'hui qu'il y a autant d'espèces que de lignes de métro. Donc ça, c'est quand même amusant. Ah oui, impressionnant. Donc voilà ce que je peux dire sur ces choses. Mais en tout cas, on ne sait pas compter. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on les cherche, on les trouve. Voilà. Et une dernière question, rapide éventuellement. La peur du frelon asiatique est-elle vraiment justifiée? Oui. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle des espèces invasives. Alors, je n'ai pas le point exact aujourd'hui sur ce frelon. De toute façon, le frelon, d'après ce que j'ai compris, c'est un animal qui est agressif pour les abeilles, notamment les abeilles des ruches. Hein. Donc ça, c'est quand même très embêtant. Et puis d'autre part, le frelon, c'est quand même un animal qui pique l'homme, éventuellement, qui est agressif, et que les piqûres de frelons, eh ben, elles peuvent être mortelles. Donc à ce titre-là, quand même, c'est pas bien. Alors, est-ce qu'on peut l'éradiquer? J'en sais absolument rien. À mon avis, non. Maintenant, c'est trop tard. Mais vous savez, des espèces invasives, on n'a plus le temps maintenant, mais je pourrais vous raconter l'histoire du dorifort, qui a été une histoire extraordinaire aussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'on pourrait raconter. Mais la vie est extraordinaire, elle est extrêmement intéressante, parce que vous avez remarqué, moi qui suis pourtant un homme d'équation, un homme d'informatique, j'adore raconter les histoires de la vie, comme vous avez remarqué. Oui, mais c'est passionnant. Du coup, je pense qu'on peut conclure. Merci en tout cas à tous ceux qui sont encore là et ceux qui sont peut-être déjà partis de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette présentation et pour ces réponses. On rappelle en effet donc on est affilié à la FIS nationale et que du coup on édite le Sciences et Pseudosciences dont vous avez parlé. Vous pouvez vous abonner sur le site. Et puis voilà, on faisait des conférences en ligne là jusqu'à aujourd'hui. On va essayer éventuellement d'en faire en présentiel sur Lyon si en fonction de l'évolution un petit peu des possibilités. Donc voilà, vous aurez les informations sur le site de la FIS. Et puis voilà. Écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir fait ça. Écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. À vous aussi.